Alors sur le rapport du gaspillage, peut-être qu'on y viendra dans un deuxième temps. Mon propos ce matin, c'était peut-être de mettre le débat en perspective, dans une perspective spatio-temporelle légèrement différente. En faisant référence, et je vous promets de ne pas vous assommer avec les détails du modèle, mais des travaux de l'OCDE qui vont sortir bientôt sur les projections des dépenses de santé à horizon de 15 ans. Alors vous voyez plein de courbes sur ce graphique. Les pointillés, en fait, c'est la croissance. On revoit bien qu'il y a eu, à la fin des années 2000, la crise, et on s'avance vers un régime de croissance qui va être positif, mais assez faible et qui tendra plutôt à s'éroder. La courbe bleue, c'est en fait la courbe de la projection des dépenses de santé. Et donc là aussi, on voit qu'on s'avance vers une situation où les dépenses de santé vont continuer à augmenter plus vite que l'économie. Donc ça veut dire que mathématiquement, la dépense de santé va continuer à croître plus vite que le PIB, à un rythme au niveau de l'OCDE légèrement inférieur à ce qu'il était auparavant. Pour la France, dans les années 2000 à 2015, on était sur des taux de croissance qui étaient plutôt plus faibles que ceux de l'OCDE. On va rester sur une tendance à peu près semblable. Donc il n'y aura pas de décroissance, voire même en France une légère augmentation. Et encore une fois, si on est sur cette courbe bleue qui pour le futur représente en gros le statu quo, mathématiquement en fait, ça veut dire que ça revient à une situation où la part de la dépense qui est financée par le public va aussi augmenter très légèrement. Alors je vous épargne les détails, mais en gros, dans toute simulation, on fait des scénarios. Donc il y a une courbe verte qui est plutôt un scénario optimiste et un scénario de maîtrise meilleure des coûts, qui ne repose pas seulement sur des histoires de couper les budgets, mais aussi s'assurer que les gens sont en meilleure santé, vieillissent en meilleure santé. Donc je reviens à ce que disait Cyril tout à l'heure sur l'importance de la prévention. Et puis un scénario un peu plus rouge où on va plus loin. Mais si je prends une perspective de finances publiques, il faut trouver des sous. Il faut trouver des sous. Alors, en finances publiques, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de prendre à Paul pour donner à Pierre, donc réallouer des dépenses publiques. Alors ça, on sait que c'est effectivement ce qui s'est passé au cours du temps. Hein, dans les pays de l'OCDE, les postes de dépenses comme par exemple l'armement ont tendu à décroître. Mais il faut aussi bien réaliser qu'il n'y a pas que la santé qui va augmenter. On peut par exemple penser aux retraites. La deuxième, c'est d'augmenter les recettes. C'est une solution pour financer un surcroît de dépenses. On a vu que les perspectives de croissance ne sont pas particulièrement florissantes, donc ça veut dire qu'en gros, il faut augmenter les impôts. Alors là, j'aime bien ce dernier... Vous aimez bien augmenter les impôts? J'aime bien présenter ce graphique dans lequel, en fait, les petits points représentent des pays de l'OCDE. Et on voit en gros sur l'axe des abscisses, c'est la part des dépenses publiques dans le PIB, c'est-à-dire la taille du gouvernement, disons. Et puis en ordonnée, c'est la priorité, donc je reviens à cette histoire d'allocation, c'est la priorité qui est donnée à la santé au sein des dépenses publiques. Et on voit très bien, on n'a pas besoin de passer des heures pour voir que la France est dans une situation quand même un petit peu extrême en ce qui concerne la part des dépenses publiques du PIB. Donc, qu'elles sont beaucoup plus élevées que dans la plupart des pays de l'OCDE. Effectivement, il y a des pays qui consacrent une plus grande part de leur budget à la santé, hein, comme les USA et le Japon, mais ils sont sur des tailles de gouvernement qui sont beaucoup plus faibles. Alors, en ce qui concerne donc, le futur pour la France, ces deux premières solutions de nature un peu fiscale semblent quand même pas forcément faciles à mettre en œuvre. Donc la troisième, c'est augmenter la dépense privée, et là on en parlait, vous en parliez un petit peu plus tôt. Ça correspond en fait à un transfert de charge, c'est-à-dire qu'on dit bah, c'était financé par le public, donc on revient sur ces questions de bouclier sanitaire, etc. Mais ça risque d'augmenter les inégalités aux soins, et en tout état de cause en France, au moment où on parle du 100% santé, c'est pas vraiment dans l'air du temps. Et donc la dernière solution, c'est d'essayer d'infléchir la trajectoire justement de ces dépenses avec la réduction du gaspillage. Donc il se trouve que c'est moi qui ai commis le rapport sur le sujet, donc on pourrait y revenir un peu plus tard. Et puis, et aussi surtout, et là je pense que c'est important de reprendre encore une fois ce que disait Cyril plus tôt, sur la maîtrise des facteurs de risque et le fait qu'il faut que les gens vieillissent en meilleure santé. Parce que sinon, on n'arrivera pas à tenir la ligne et à trouver ses ressources. Voilà, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Mais vieillir en meilleure santé, c'est une bonne chose pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a quand même, en dehors de cette inflexion qui consiste justement à améliorer les conditions, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même fiscal immédiat et un problème budgétaire immédiat?
Alors ça, je ne suis pas la meilleure personne. Non, mais je vous demande votre avis, après vous allez entendre. Oui, non, mais je pense qu'effectivement, on va dire à la nation, bon, faites attention à ce que vous faites, et pour l'instant, il y a un budget qui est on l'a dit au début, il y a un budget qui est à l'étude, il va bien falloir que des décisions soient prises. Oui, mais là, on est en train de faire du jogging qu'on va régler le problème. Non, certainement pas dans l'immédiat. Mais pour autant que je sache, les comptes, la gestion des comptes on est plutôt sur des tendances qui sont bonnes. La France est connue pour arriver à maîtriser, mais ceci dit, les augmentations ne sont pas totalement maîtrisables et on n'est pas dans le domaine du comptable. Donc, si on veut parler effectivement des solutions pour la réduction du gaspillage et l'augmentation c'est là où on va pouvoir faire une différence dans le moyen et le long terme. Est-ce qu'il y a des pays, et ce sera ma dernière question Agnès avant qu'on bavarde tous ensemble, puisque c'est une étude sur l'OCDE, est-ce qu'on peut donner des exemples de pays, par exemple, qui ou maîtrisent plus ou maîtrisent beaucoup moins? Alors, des pays qui maîtrisent plus, en fait, pas forcément, sur la dépense publique. Je crois qu'on est parmi les meilleurs. Des pays qui maîtrisent moins, effectivement, c'est un exemple tout simple. Si on prend, par exemple, la Suisse et les Pays-Bas, ils dépensent beaucoup plus. La France, en fait, la dépense, si on compare la dépense en France par rapport à la dépense des autres pays, dans les 10 dernières années, on a plutôt eu tendance à reculer en termes de dépenses par tête dans le classement. C'est-à-dire qu'au début, dans les années 90, on était dans les 5 premiers de l'OCDE et voire même de l'Europe. On est maintenant de plus en plus proche de la moyenne. Donc la dépense, en fait, on a su la maîtriser. Voilà. Nous allons immédiatement donc aller vers Jean-Marc Omer. Mon cher Jean-Marc, merci d'être là ce matin. On attend évidemment beaucoup de vos paroles, puisque vous allez piloter justement ce qu'on appelle, avec ce mot un peu bizarre, de task force dédiée à la réforme du financement du système de santé. Prenez ce micro, car évidemment vous êtes... D'abord, la première question est une question calendaire, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un but, un moment, une date qui vous est donnée? Alors, la réforme du financement de la santé a commencé dès le PLFSS de cette année. L'objectif que s'est donné le gouvernement, c'est 2022. La mise en place, c'est PLFSS de cette année et PLFSS de l'année 2020. Voilà. Et sachant qu'un certain nombre de mesures vont être mises en place et vont se déployer de manière progressive, puisque l'ambition est quand même de modifier le financement de l'ensemble des offreurs de santé, qu'ils soient établissements ou professionnels de santé. Et alors on fait comment? Alors comment on fait? Voilà, la question c'est d'abord de se poser pourquoi on le fait. L'objectif c'est d'arriver à favoriser la qualité, la pertinence des soins, la pertinence de la prise en charge des patients, dans un monde où, en fait, on est passé finalement de soins orientés vers des personnes qui avaient des problèmes aigus à une difficulté qu'il faut maintenant suivre dans la durée, un grand nombre de patients chroniques. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, bien évidemment, la tarification traditionnelle en France à l'activité fonctionne très bien quand vous avez un problème dont l'objectif est de résoudre le problème dans l'immédiateté. Ça marche moins bien quand, en fait, on devrait concentrer nos efforts sur le suivi du patient dans le long terme. C'est pour ça que notre proposition, finalement, c'est pas de dire là, le financement tel qu'il existe en France, tout est faux, c'est plutôt dire ce qu'il existe en France, c'est un financement essentiellement à l'activité, avec des actes, des GHS, suivant le secteur. Et c'est de dire, on va passer à un financement plus combiné, on va compléter ou remplacer, suivant le cas, ce financement, en y ajoutant une partie d'incitation à la qualité. C'est le fameux croissance de ce qu'on appelle l'IFAC pour les établissements. C'est éventuellement d'autres outils pour les professionnels en ville. Et c'est aussi la question, on va se poser la question de passer d'un financement
par acte, par activité, par morceau d'activité, un financement vers une activité plus globale, c'est-à-dire la prise en charge d'un patient chronique, par exemple, une année donnée, la prise en charge d'un traitement, non pas seulement sur l'intervention chirurgicale, mais pourquoi pas sur une partie de des soins consécutifs ou des soins d'ailleurs avant cette intervention. La difficulté... Je crains de ne pas tout avoir compris. C'est-à-dire que vous réfléchissez à l'idée qu'il pourrait y avoir un forfait. Il pourrait y avoir un forfait pour un patient chronique, par exemple. Regardez-moi, vous avez raison. Je suis le patient voilà. chronique. Donc on a imaginé, par exemple, que je sois un malade du diabète. Tout à fait. Prenons un diabétique. Voilà, prenons un diabétique. Donc au lieu qu'à chaque fois qu'il consulte, à chaque fois qu'il fait des examens, à chaque fois qu'il peut éventuellement subir des interventions, on forfaitise tout ça. On forfaitise une partie des interventions. Il y a des choses plus faciles. Un suivi chronique avec ces examens, c'est plus facile à forfaitiser que, par exemple, si le patient diabétique à un moment a un AVC, dans ce cas-là, l'AVC reste tarifé comme un événement particulier. Ouais. Donc ça, c'est la piste du forfait. Tout à fait. Quelles sont les autres grandes pistes qui sont soulevées dans les réflexions que vous devez avoir sur les 2 budgets qui viennent? Alors, donc le forfait, il peut être un forfait par professionnel, d'abord, ou il peut être un forfait multiprofessionnel. On travaille sur le forfait par professionnel qui nous paraît plus adapté au système de santé français, mais on va éventuellement expérimenter des forfaits pluriprofessionnels dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale qui a prévu un dispositif d'expérimentation et peut-être autour un ou deux actes, une ou deux interventions chirurgicales en intégrant intervention chirurgicale et aussi toutes ces rééducations derrière. C'est-à-dire la kinésie, la kinésie, un passage en soins de suite rééducation, voilà. Un tarif commun, quoi. Un tarif commun. Un tarif commun. Et, voilà. Et tout ça sera fait dans les 2 budgets qui viennent. Tout ça sera fait, par principe prévu dans les 2 budgets qui viennent. Après, il y aura une application progressive parce qu'on ne peut pas... L'idée de financer, par exemple, un soin chronique, c'est de permettre peut-être de rajouter un certain nombre d'interventions qu'il n'y a pas aujourd'hui, un suivi du patient peut-être plus régulier. Et il est clair qu'il faut aussi une adaptation parallèle de l'organisation, parce qu'on ne peut pas juste dire je change de financement, donc tout va changer derrière immédiatement. On sait que ça nécessite parfois des évolutions du mode d'organisation, des évolutions du mode de pratique des professionnels. Et donc, même si le principe va être, en tout cas, ce qui sera retenu par le gouvernement seront dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Après, la mise en œuvre sera probablement progressive. On ne va pas dire que tous les patients chroniques demain vont être financés, tous les soins aux patients chroniques vont être financés dans un forfait. On va travailler éventuellement situation, je préfère dire situation que pathologie, parce que un patient peut avoir plusieurs pathologies, donc c'est plutôt situation chronique par situation chronique. Et j'ai une dernière question avant que nos 2 autres amis interviennent et qu'on débatte ensemble. Comment vous intégrez là-dedans le fait que les médecins aimeraient bien une revalorisation de leurs tarifs et que l'hospitalisation privée aimerait aussi la revalorisation de son tarif? Alors, parce que vous voulez baisser, mais eux, ils aimeraient bien augmenter. Je ne sais pas si on veut baisser. Et je ne sais pas si tout le monde veut augmenter, probablement, mais je ne sais pas si on veut baisser. La difficulté, c'est comme ça a été dit, on a une contrainte globale. Donc, on essaye de travailler aussi, et y compris ces forfaits peuvent être un moyen sur un certain nombre de patients, mais on pourra avoir aussi d'autres outils, revoir par exemple, on a des questions sur la nomenclature, la manière dont aujourd'hui est la nomenclature, sur les tarifs des établissements, sur l'intérêt de faire plus de chirurgie ambulatoire, plus de médecine ambulatoire, et comment les tarifs parfois empêchent, ou en tout cas donnent une telle désincitation à le faire qu'il est difficile de choisir entre l'incitation éthique de garder le patient le moins longtemps possible si on le soigne toujours aussi bien,
et le financement. Donc on a d'autres outils, mais il est clair que là où on trouvera des marges collectivement, c'est sur la réduction de la non-pertinence dont on parlait tout à l'heure. Donc l'idée aussi de cette réflexion sur la qualité, sur un financement à la qualité de tous les établissements de santé de manière plus significative, sur un financement en prenant en compte les parcours des patients, c'est d'arriver à financer des actes plus pertinents, parce que c'est en supprimant la non-pertinence qu'on trouvera des marges. Comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas en augmentant la part de la dépense dans la richesse du pays, puisqu'on a largement déjà travaillé sur ce sujet dans les années passées. Alors avant que Jean-Marc Aubert n'intervienne et que nous débattions, Lamine, d'abord une réflexion et une question. La réflexion, évidemment, c'est le libre arbitre absolu. La question, c'est dans le domaine de l'hospitalisation. Le micro. C'est mieux, oui. Ah oui, j'ai tombé. Pardonnez-moi. Non, une question, une réflexion. Est-ce que, par exemple, dans le domaine de l'hospitalisation privée, il ne faudrait pas, à terme, pour des questions justement budgétaires, globales et de remboursement, qu'il y ait une spécialisation accrue des cliniques et des hôpitaux privés, par exemple, de manière à ce qu'il n'y ait pas toutes les spécialités avec les implications budgétaires que ça pose. Ouais, ça c'est un vaste débat. En MCO, il y a 2400 tarifs, il y a 2400 possibilités de facturation. Mais peut-être revenir, Jean-Marc, si tu veux bien, parce que là, c'est une assemblée de professionnels, donc on va rentrer dans le détail et dans l'opérabilité. Hein, parce que, voilà, on va être vraiment sur le concret. Et tu as parlé de qualité et de pertinence. Le montant a été, le budget alloué à la pertinence et à la qualité, c'est 300 millions. C'était une demande de la profession. Mais comme je disais hier à la ministre, il y a peut-être eu mal donne. Parce qu'on pensait que c'était une incitation. Et cette incitation, tu l'as transformée en compartiment tarifaire. Ce qui veut dire qu'il va y avoir vraisemblablement un rebasage de nos tarifs, donc une diminution de nos tarifs, pour pouvoir remonter aux tarifs actuels si on est tous qualitatifs, ce qui ne sera pas le cas parce qu'on a différents niveaux de qualité au sein de la profession publique, privée, associative. Donc j'aimerais que tu nous rassures là-dessus parce qu'il n'est pas possible d'avoir un rebasage des tarifs au 1er mars. Il n'est pas possible d'avoir ce rebasage. Il n'est pas possible non plus d'avoir une campagne tarifaire qui ne soit pas positive pour l'ensemble des spécialités et un minima de 1%. Et je continue, il faut que tu nous parles également de la réforme de la tarification de la psychiatrie, parce qu'on est échaudé avec la réforme de la tarification des soins de suite. Alors c'était le précédent gouvernement qui l'avait initié, donc nous sommes très libres pour en parler, de cette catastrophe de tarification sur les soins de suite et de son corollaire, l'article 80, les transports. Voilà, je rentre directement dans le sujet, parce que tu es là, et tout ce que tu vas dire est enregistré, filmé, et comme ça, quand je te reverrai la semaine prochaine, je te montrerai tout ce que tu as dit, et je suis certain que tu vas nous rassurer. Et dernière demande, j'attends qu'il y ait une véritable étude d'impact. Étude d'impact. Parce qu'on ne peut pas, je dirais, revoir les 80 milliards de budget hospitalier, public, privé, associatif, c'est 80 milliards, Guillaume, 80 milliards sur un coin de table avec des conseillers de ton équipe qui sont évidemment de grande qualité, mais quelquefois qui ne sont pas forcément en lien avec le terrain et la vraie vie. Alors, réponse brève, pardonnez-moi, parce qu'il y a encore deux personnes qui n'ont pas parlé, et le débat n'a pas commencé. Ça va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de questions dans la... Alors, rapidement, je vais commencer peut-être par la psychiatrie, puis je reparlerai du reste après. Micro. La psychiatrie, l'idée qu'aujourd'hui, on a en fait un secteur public qui est tarifé à la dotation globale et un secteur privé qui est, grosso modo, vous m'excuserez de le faire le plus vite, mais tarifé essentiellement au prix de journée en psychiatrie. Ces deux tarifications, dans la définition du prix de journée et dans la définition d'une dotation globale, ont un inconvénient majeur, c'est que ça réduit la possibilité de développer les prises en charge de soins innovants. Pourquoi? Parce que dans une dotation globale, dès que vous voulez faire autre chose, si vous augmentez un peu votre activité,
ça ne vous est pas payé. Donc, vous ne pouvez innover que si vous remplacez complètement une activité par une autre. Dans le prix de journée, comme c'est un prix de journée, vous êtes obligé de faire fonctionner avec cela, sauf si vous avez trouvé un accord qui est, hélas, en fait illégal avec une ARS pour développer une autre prise en charge, mais normalement, c'est illégal. Donc, ce que nous voulons faire, c'est rapprocher les choses, permettre de valoriser l'innovation. On est conscient que c'est une réforme compliquée parce que, bien évidemment, on a deux systèmes totalement différents et on est conscient qu'il restera éventuellement des différences, même si on va rapprocher un peu. Et pour être très clair, je ne vais pas vous détailler toutes on a déjà des discussions avec la FHP sur le sujet. Et là, en 2 minutes, ça va être trop rapide. Mais pour être très clair, notre objectif, c'est de trouver un moyen simple, éviter le développement d'un nouveau outil aussi avec 2500 actes différents ou activités différentes, mais essayer de trouver quelque chose de simple, mais quand même qui permette de créer, donc de favoriser l'innovation et la prise en charge innovante dans ce secteur et de pousser aussi de continuer, parce que finalement le prix de journée a un avantage, c'est une réactivité par rapport aux besoins du patient, donc de continuer à quand même inciter à continuer à accroître les prises en charge quand elles sont nécessaires pour les patients. Tu me permets, si ça te va, sur la psy, même, je suis bien d'accord que ça reste encore pas très clair, on discute, mais en 2 minutes, c'est difficile. La deuxième chose que tu poses, c'est finalement, est-ce que ces nouveaux compartiments tarifaires vont avoir un impact ou pas sur nos tarifs? La question, si vous voulez, pour moi, elle est un peu plus compliquée. La question, elle est qu'aujourd'hui, si on continue tel qu'on fonctionne dans le système de santé, l'ONDAM, on le connaît, il est à 2,5%. L'évolution tarifaire pour tenir l'ONDAM à 2,3 ou 2,5%, tu la connais. C'est une baisse continue des tarifs de tout le monde. La situation, pour moi, elle est déjà comment on sort de ce paradigme. Donc pour moi, et d'ailleurs, mais c'est normal, on a un temps limité. Je pourrais vous en parler pendant 2 ou 3 heures. Notre objectif à nous, c'est effectivement que ce comportement qualité puisse trouver le jour, que d'autres comportements puissent trouver le jour, le plus possible, sans conduire à des diminutions de tarifs, mais je dis bien le plus possible. On va par ailleurs travailler, et on en a peu parlé pour l'instant, on va travailler sur la régulation, sur aussi donner une prévisibilité. Et on va travailler sur une autre chose qui est la reconstruction des tarifs, reconstruction de la nomenclature. Ça va prendre là plus que 3 mois, bien sûr. Et on va y aller. Et juste quand même pour que tes adhérents n'imaginent pas que nous travaillons qu'avec des technocrates. Dans mon équipe, il y a des économistes, mais il y a aussi des personnes qui, il y a moins de 6 mois, étaient à la tête d'hôpitaux et géraient de manière quotidienne les questions des établissements. Il y a aussi des médecins, dont un qui continue à travailler par ailleurs dans un établissement. Alors, Valérie, maintenant votre point de vue. Donc, je rappelle que vous êtes parlementaire et spécialiste des questions budgétaires. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Alors, du passé, faisons table rase. Je reconnais bien là la patte de Lamine Garbi qui aime bien qu'on puisse être un peu provocateur sur ces questions. Et il a raison parce que je pense qu'on est quand même rentré dans un cercle assez vicieux et qui me paraît dangereux. Je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, on a un système paritaire de financement de l'ensemble des dépenses de santé, de la sécurité sociale, et je parle évidemment sous le contrôle de Nicolas Revel, qui, dans le fond, a déjà quelques biais, puisque l'État, chaque année, met au pot. L'État compense toutes les exonérations de cotisations qui existent. Donc en 2017, l'État a compensé 36 milliards d'euros. Avec la bascule du CICE en baisse de cotisation, en 2019, l'État va compenser 62 milliards d'euros. Donc ce qui montre qu'il y a déjà une intervention de l'État, que ce n'est pas compartimenté uniquement avec la sécurité sociale d'un côté et l'État de l'autre. Mais là où il y a un petit hic,
c'est que quand le gouvernement prend des décisions, de dire on va baisser les cotisations, il est, par la loi organique, obligé de compenser. Sauf que, cette année, la majorité s'est fait voter un principe comme quoi elle ne compenserait plus. Donc, pour prendre un exemple très concret que vous avez tous entendu, la désocialisation des heures supplémentaires ne seront pas compensées par l'État. C'est des recettes en moins pour la sécurité sociale. Plus il y aura d'heures sup en France, moins vous aurez d'argent dans les caisses de la sécurité sociale. Et il faut que vous gériez tout ça. Donc ça, c'est un principe que moi, je n'ai pas voté parce que je le trouve dangereux. J'estime que quand l'État prend des décisions, c'est lui qui doit payer. Il ne doit pas les faire payer par les autres. Tout à l'heure, vous allez avoir Geoffroy Roux de Bézieux. Il pourra peut-être vous en dire un petit peu plus et la manière dont il voit les choses là-dessus. Mais je trouve que c'est un principe dangereux. C'est-à-dire qu'on va faire payer par la sécurité sociale la désocialisation des heures supplémentaires. Ce qui va se retrouver, je ne sais pas ce que sera la campagne tarifaire de cette année, mais ce qui va se retrouver forcément sur vos tarifs. Forcément, parce qu'il va y avoir quelques milliards en moins dans les caisses de la sécurité sociale. Donc ça, c'est un premier sujet. Et ce principe-là me paraît très, très important de respecter, c'est que quand l'État prend des décisions, c'est lui qui paye. Il ne peut pas les faire payer par les autres. Et ça vaut pour tous les gouvernements. Enfin, je ne veux pas vous faire de la politique. La majorité que je soutenais avant n'avait pas non plus tenu tous ses engagements là-dessus. Des entorses à ce principe de compensation, il y en a eu sous toutes les majorités. Donc peut-être qu'il faut revoir les équilibres en la matière. Le deuxième sujet qui pose question, et vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu lundi soir 12 minutes à 10 milliards. Je pense que ce sont les minutes les plus chères. Bon, mais nous sommes, moi je suis députée, mercredi prochain on a un projet de loi, je ne sais pas comment on trouve cet argent et qui va payer. Donc est-ce que, à ce stade, l'équilibre n'est pas forcément fait. Ce qui pose une question plus globale du pilotage un peu avec une vue assez courte, on va dire les choses comme ça, de la manière dont la puissance publique organise le pilotage, la gouvernance de ces dépenses publiques. C'est-à-dire que vous avez, et la campagne tarifaire en est toujours un exemple assez caricatural, ce sont des coups de rabot, pardonnez-moi sur le jeu de mots, des coups de rabot qui interviennent, quelle que soit votre situation. C'est-à-dire que la gouvernance qui existe aujourd'hui n'est pas en mesure de tenir compte des particularités qui peuvent exister soit dans un établissement privé, soit à l'hôpital. Et ça donne au fil des ans, parce que effectivement, vous l'avez dit, les finances publiques étant ce qu'elles sont, ça se traduit souvent par des coupes. Et ces coupes, elles conduisent aujourd'hui, moi je trouve, à de la non-qualité. Parce que vous l'avez dit, Monsieur Aubert tout à l'heure, sur le fait qu'il y avait une prime à la qualité. La manière dont la gouvernance existe aujourd'hui, c'est la prime à la non-qualité. Et à force, on va arriver, à mon avis, peut-être à un certain découragement d'un certain nombre d'acteurs qui recherchent cette qualité. C'est-à-dire que la gouvernance de la qualité, aujourd'hui, elle n'existe pas. Alors, c'est peut-être très difficile, quand on gère un budget à plus de 100 milliards d'euros, forcément, c'est très difficile. Mais c'est ce qui explique le fait que les leviers d'économie, à mon avis, ne sont pas assez activés. Je vais prendre un exemple très concret. Lamine Garbi a cité tout à l'heure l'article 80 sur le transport sanitaire. Effectivement, le transport sanitaire augmente. Bon. Mais comme aujourd'hui tout est en silo, on demande de faire de l'ambulatoire. Donc l'ambulatoire, ça coûte moins cher dans l'enveloppe de l'hôpital et des cliniques, bien entendu. Mais forcément, ça a des conséquences par ailleurs, où quand vous laissez un patient partir le soir même, vous n'allez pas le laisser sur le trottoir en lui disant « débrouillez-vous pour rentrer chez vous ». Donc forcément, ça augmente le transport sanitaire. Est-ce qu'il y a un pilotage global de ça pour voir si à la fin des fins on fait des économies? Non. La réponse est non. Deuxième exemple, les kinés. Les kinés, ils ont augmenté de 33% depuis 2010 en nombre. Alors on se dit 33%, c'est énorme. Et les projections jusqu'à 2040, on serait autour de 60%. Bon. Est-ce que quand vous faites une opération en orthopédie, si vous sortez... Avant, vous restiez 15 jours, vous sortez au bout de 3 jours, donc ça fait faire évidemment des économies sur le volet hôpital, mais rien ne dit qu'il ne faut pas quand même que vous ayez un kiné à la sortie. Est-ce qu'il y a un pilotage global pour voir si oui ou non, à la fin des fins, on fait des économies là-dessus? La réponse est non. Donc je souhaite vraiment que alors, je suis peut-être un peu... je vois que... Nicolas Revel n'est pas d'accord, mais moi je vous le dis du point de vue du député, la manière dont on voit les choses. Et le troisième point, Valérie. Et j'arrive effectivement au troisième point.
qui est de dire que dans le pilotage, alors le troisième point porté sur une perspective un peu plus longue, qui est de dire oui, on aura besoin de revoir le système de financement de santé qui passera plus par ce que j'appelle la solidarité, c'est-à-dire par le budget de l'État. On peut être contre, on peut être pour. Tout à l'heure, vous avez posé une question, Guillaume Durand, qui m'a fait mal au cœur. Est-ce qu'il faudrait rembourser moins les très riches par rapport aux autres? Non. Moi, je considère qu'il faut que le système soit universel. C'est-à-dire que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, vous puissiez être traité et remboursé de la même façon. Parce qu'on ne peut pas demander à la sécurité sociale de faire de la justice sociale. C'est à l'État, avec l'impôt sur le revenu, de pouvoir faire jouer cette molette. Il faut qu'on garde cette universalité qui fait la grandeur de notre système. Et si on veut faire évidemment une péréquation qui est absolument nécessaire, c'est l'impôt sur le revenu qui est là pour ça. On ne peut pas demander à la Sécu de jouer deux rôles, pour répondre à votre question. Donc oui, il y aura besoin, vu le vieillissement de notre population, vu le fait aussi que, allez, je vais dire un truc qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je trouve que les progrès de la médecine vont pas assez vite. Ça fait 20 ans qu'on discute sur la maladie d'Alzheimer, on voit bien que ça va nous emporter en termes de perte d'autonomie de la population française, ça va coûter 20-30 milliards d'euros en plus. Donc effectivement, si on reste au niveau de croissance que vous avez évoqué, Madame Vignal, tout à l'heure, on n'y arrivera pas. Et donc cette question-là, je sais que tous les gouvernements tentent de l'éluder parce qu'elle est très compliquée, mais elle est indispensable. C'est-à-dire qu'il y aura forcément une contribution qui viendra plus de l'État, ce qui est un peu le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, où on dit « débrouillez-vous, il y a des baisses d'exonération, payez-les ». Alors, j'ai une question, et après, évidemment, Nicolas va intervenir, mais qui est une question qui est vraiment la question que tout le monde se pose, j'allais dire journal télévisé après journal télévisé, et ça concerne toutes les majorités. Oui, pardonnez-moi, micro, oui. Comment se fait-il, puisque ça c'est une question de fiscalité publique, qu'aucun gouvernement n'arrive justement à diminuer le train de vie de l'État alors que la demande des gens c'est plus de santé et l'autre demande des gens c'est moins d'impôts et diminution du périmètre de l'État. Et cette question a été posée, si ma mémoire est bonne, à François Mitterrand, à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, à François Hollande, et maintenant elle est posée donc à Emmanuel Macron. Comment se fait-il que l'État ne soit pas capable d'améliorer le système de santé, de diminuer les coûts et surtout à ne pas réduire ses propres coûts? Alors, en 2 minutes. Vous en avez vu passer. Si Sarkozy, Mitterrand et Hollande n'ont pas répondu, je ne vais peut-être pas répondre, mais je vais vous... 2 minutes. 55% de notre richesse part en dépenses publiques. Sur ces 55%, vous en avez 18% sur le fonctionnement des administrations, des collectivités et même du fonctionnement. Ça n'a pas bougé depuis 2000. 18% du PIB, ça n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est effectivement tout ce qu'on appelle dépenses sociales. Dans les dépenses sociales, on met la retraite, la Sécu et toutes les aides sociales qui existent, qui, elles, sont passées, en l'espace de 10 ans, de 27 à 32% du PIB. Donc, le fonctionnement, il est à 18% du PIB depuis 20 ans. Alors vous allez me dire, c'est peut-être trop, mais ça on peut en discuter, mais il n'a pas augmenté. Il n'a pas augmenté. Ce qui a augmenté, c'est effectivement le fait qu'on ait une population qui vieillit, donc on paye plus de retraites et plus de dépenses de santé. Et cette question-là, effectivement, dans l'équilibre, on ne l'a jamais vraiment traitée. Nicolas, merci Valérie. Guillaume, avant de donner la parole à Nicolas, je savais que la journée d'aujourd'hui serait plus difficile que celle d'hier. Parce qu'hier, on était un peu sur un petit nuage entre Gérard Larcher, Agnès Buzyn. Voilà, c'était vraiment une belle journée. Là, on est dans le concret et dans le dur. Mais avant de te donner la parole, Nicolas, je souhaite publiquement te remercier pour la libération du coefficient prudentiel. Parce que, tu es un des artisans qui a fait que l'on puisse récupérer ces 415 millions. Donc voilà, je veux que l'ensemble des adhérents soient au courant que tu as été à la manœuvre. Et donc, merci. Oui, ça... Voilà, c'est gentil, mais je veux dire, Nicolas Revel. c'est une œuvre très collective, on va dire. Oui. Eh bien, c'est à vous, mon cher Nicolas, justement, de bénéficier de ces 5 bonnes minutes, pour vous donner, pour que vous donniez notre point de vue sur cette situation, sur le financement du système de santé. Bon, d'abord, merci bien sûr pour l'invitation. J'interviens en dernier. Je risque de redire des choses que vous avez déjà entendues, en essayant peut-être de prendre un angle légèrement différent. La question à laquelle vous nous invitez à répondre, c'est Big Bang, table rase sur les modes de rémunération.
Et donc je trouve que la question première qu'il faut se poser, c'est en effet pourquoi est-ce qu'on vient vous embêter en vous demandant de réfléchir et le jour venu d'accompagner des évolutions de ces modes de rémunération. Je pense que ça a été dit d'ailleurs par les précédents orateurs, c'est parce que je crois que la situation actuelle du financement du système de santé en France comme dans bien d'autres pays doit absolument bouger si on veut sortir d'une situation qui est en macro plutôt bonne et pour les acteurs source d'une tension ancienne mais de plus en plus difficile. Elle est plutôt bonne en macro parce que quand on regarde notre affaire, en France, le niveau d'investissement dans la santé, il est, quand on le prend par habitant, il s'est un peu réduit. Quand on le prend, il est dans une moyenne. Quand on le prend par rapport à la richesse nationale, et oui, enfin, c'est important de le prendre aussi par rapport à la richesse nationale, on est alors dans un petit groupe de pays. Il y a devant nous les États-Unis qui galopent gentiment à 15-16% de leur PIB avec un système par ailleurs très peu efficient et très inégalitaire, qu'on ne leur envie pas forcément du point de vue du patient. Puis après, en Europe en tout cas, il y a la France, l'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas, probablement quelques pays scandinaves, à peu près à 11% de notre richesse nationale. Donc, on investit par rapport à notre capacité d'investissement assez fortement dans notre système de santé, avec un système qui est quand même solidaire, puisque la Sécu, on y rajoute la CMU-C, l'aide médicale d'État, tout ça, c'est pas loin d'être 80% de la dépense de santé. Et contrairement à parfois ce qu'on peut entendre, c'est en fait d'une remarquable stabilité sur longue durée. Pourquoi est-ce d'ailleurs si stable? C'est parce que, comme vous le savez, on prend très bien en charge les pathologies lourdes et on a de plus en plus de patients qui sont en affection de longue durée, ce qui est une force, parce que c'est là quand même qu'on est très content d'avoir un système de santé solidaire. Et puis troisième élément de force, parce que ça conforte cette solidarité qui permet l'accès aux soins, et permettre l'accès aux soins, c'est important pour les offreurs de soins que vous êtes, c'est qu'on a enfin réussi à équilibrer le financement de la chose. Ce qui n'a pas été pendant très longtemps le cas. Et quand, pendant toutes ces années où nous étions en déficit, il y a eu, quoi qu'on dise, des petits déremboursements de ci, de là, que l'effet de structure sur la part des patients en ALD a un peu masqué. Bon. Donc on est enfin à l'équilibre. Et le vrai sujet, c'est de savoir comment on peut tenir cet équilibre où on dépense, on couvre et on ne vit pas à crédit dans les prochaines années où on va avoir en face de nous des facteurs de dépenses qui vont rester extrêmement dynamiques. Et là, on voit bien le paradigme très délicat dans lequel nous sommes déjà et qui va demeurer demain, même si ce ne sera pas forcément un tsunami comme le graphique qu'on a vu au début nous le montrait. Le truc, c'est qu'on a aujourd'hui une norme de dépenses prise en charge par la solidarité qui est l'ONDAM et qui augmente à peu près de 2% par an, ce qui est le point d'équilibre, hein, parce que nos ressources, elles n'augmenteront jamais plus vite que ça. Sauf voilà, le fait que les pays européens passent de entre 1 et 2% de croissance à 3 ou 4, ce qui, je crois, n'est pas une perspective proche. Bon. Donc le point d'équilibre, il est à peu près là. Or, le tendanciel de dépenses, il est plutôt autour de 4%. Il est plutôt du double. Bon. Et donc, c'est là où on passe à la micro. Comment fait-on demain pour que les efforts de régulation qui pèsent sur les acteurs chaque année, quand chaque année il faut ramener un tendanciel de 4% à un ONDAM voté de 2%, comment on fait pour que cette régulation chaque année se fasse en utilisant les bons leviers? Le levier aujourd'hui qui a été fortement utilisé et qui a produit des résultats, ça a été quand même le levier des tarifs. L'industrie pharma le sait, puisqu'il y a chaque année, et c'est assez normal, des baisses de prix, parce que les médicaments ont, comme on dit, un cycle de vie, et qu'à un moment donné, nécessairement, on révise les prix. Mais il y a eu aussi, sur les établissements de santé publics et privés, et d'une manière différente, on n'aura peut-être pas le temps d'y venir, aussi sur la ville,
une régulation par les tarifs que vous connaissez bien chaque année, mais qui aussi s'est appliquée à un certain nombre de professions de ville dont les tarifs sont remarquablement stables et ne bougent pas sur très longue période. Et ça pèse évidemment. Ça pèse d'autant plus qu'on a une organisation des soins qui est aujourd'hui un vrai problème, une sphère hospitalière qui est encore en France, je le dis, mais c'est global, c'est pas public et privé, c'est globalement encore très forte et très au-dessus du standard des autres pays, parce que la dépense hospitalière rapportée au PIB, c'est encore 4,4%, ce qui nous situe probablement dans les 2-3 pays du monde où on investit le plus dans les dépenses hospitalières. On a un système qui ne va pas chercher non plus la qualité parce qu'il est extrêmement cloisonné, très mal organisé dans la prise en charge des parcours complexes et chroniques, avec une forte atomisation des acteurs quand ce n'est pas des jeux concurrentiels. Et je viens donc à la question des rémunérations. Pourquoi est-ce qu'on est si mal organisé dans les prises en charge, si atomisé, si en mode concurrentiel, si peu, je dirais, allant sur ce que sont des vrais leviers, je dirais, de qualité, qui est investir sur la prévention, valoriser la qualité de la prise en charge, l'efficacité thérapeutique, la prise en charge collective? C'est parce que les modes de rémunération qui s'appliquent en France sont un peu à l'opposé de ça. Ils sont fondamentalement construits en ville sur la tarification à l'acte. Ils ont été construits dans les établissements sur la tarification au séjour. Quand on rentre sur ce sujet, je pense que Jean-Marc partage comme moi la même conviction, il faut tout de suite alors se garder d'être dans la caricature. Personne ne pense qu'il faut jeter à la rivière la tarification à l'acte en ville ou à l'hôpital, qui a une part de force, de justice quelque part, parce que ça pousse quelque part à l'activité, ça valorise mieux ceux qui travaillent beaucoup, et quelque part, il y a je dirais, une vertu à cela. Mais tous les pays du monde, tous les systèmes de santé cherchent un meilleur équilibre dans la diversification des modes de rémunération. Ce qui est aujourd'hui en France, quand on regarde cliniquement les choses, est quand même loin d'être le cas. Regardez ce qui aujourd'hui, dans la tarification, les rémunérations, les financements versés aux établissements comme aux professionnels de ville, ce qui va valoriser la qualité, la pertinence et le travail collectif, on est vraiment epsilonesque. Epsilonesque. De sorte que rien ne valorise le travail collectif, rien ne valorise les prises en charge coordonnées, rien ne valorise la qualité de la prise en charge. Donc, on n'y coupe pas parce qu'on peut se dire, et c'est vrai que plutôt que de faire du rabot tarifaire, il vaudrait mieux aller chercher ces 20% de soins inutiles, d'examens superflus, de réhospitalisation évitable, de prise en charge, que ce soit des transports ou des médicaments, plus chers que ce qu'on pourrait faire. Il y a 10 000 pistes d'efficience. Mais si on en parle depuis si longtemps, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. On se souvient de... Si on en parle depuis si longtemps, si on se dit tous, ce serait quand même beaucoup mieux de ne pas être dans le rabot tarifaire, mais finalement d'investir à meilleur escient, et qu'on n'y arrive pas bien. C'est parce que ça n'est pas qu'une affaire de bonne volonté. Ça n'est pas qu'une affaire de réunir des sociétés savantes pour définir des guidelines. Ça n'est pas qu'une affaire de vous envoyer des médecins conseils pour vous faire des revues de dossier avec vous et vous partager le fait qu'on pourrait opérer moins tel ou tel patient. C'est qu'il faut à un moment donné réconcilier une logique médicale et une logique économique. Sinon, on sera dans je dirais, un éternel débat. Et donc, cette question des rémunérations, je pense qu'on n'y coupe pas, comme tous les pays autour de nous travaillent et réfléchissent à cela. Il y a des choses dont Jean-Marc a parlé tout à l'heure sur une prise en charge forfaitisée d'un malade atteint d'une pathologie chronique où on contractualise avec un groupe de professionnels de ville et parfois y compris un établissement pour la prise en charge d'un patient, avec évidemment un score de risque. On dit, on considère que pour tous les soins qu'il a à subir et le suivi nécessaire pour ce patient sur une année donnée, c'est X euros. On n'est pas dans la science-fiction quand on parle de ça. Il y a des pays qui s'y sont engagés. Ça n'est jamais simple.
Et il y a évidemment des exemples où on voit tel pays qui, au bout d'un moment, corrige, parce qu'il y a évidemment toujours, et par définition, tout mode de rémunération, tout mode de financement a ses vertus et ses effets pervers. Tous les pays sont en ajustement. Et donc, ce travail que le gouvernement a souhaité mener et sur lequel nous sommes engagés, il doit évidemment s'appuyer sur un équilibre en termes de méthode. Il y a à la fois besoin, à un moment donné, que les lignes bougent. Et c'est ce qui fait que le gouvernement a dit à un moment donné, on va demander à une task force que Jean-Marc anime, à laquelle l'assurance maladie, évidemment, contribue, de pouvoir réfléchir à des choses qui puissent, à un moment donné, se déployer, pas trop tard, et avec les effets... Voilà. Mais dans le même temps, et j'en parle immédiatement après, je pense que vous savez tous que nous avons aussi porté la conviction de ce qu'il fallait que ces réflexions sur les organisations et les rémunérations viennent du terrain. Ce qui était encore il y a 2 ans impossible. Et ce que nous avons voulu rendre possible par l'article 51 de la dernière LFSS, qui se veut et est un cadre qui permet à des acteurs d'expérimenter des organisations, des modes de tarification, des modes de rémunération complètement innovants, sans qu'il soit nécessaire, comme c'était le cas avant, d'en passer par un bout de loi dans la LFSS, le décret, l'arrêté, le machin, le truc, qui arrivait 2-3 ans plus tard, quand ce n'était pas 4 ou 5. Bon. Et sans évaluation aucune, juste. Et donc, cet article 51 qu'on a posé, qui permet d'avoir du coup quelque chose de beaucoup plus fluide, aujourd'hui est un succès. Au moins au sens où on a 300 projets qui remontent du terrain. Tout le monde parle des appels à manifestation d'intérêt, qui sont les 3 démarches nationales, qui sont d'ailleurs des démarches, j'y insiste, qui ne consistent pas à balancer un cahier des charges depuis le ministère en disant « ça y est, qui veut venir sur mon cahier des charges ?» C'est ce qu'on a fait, appel à manifestation d'intérêt, ça veut dire sur 3 objets, dont les épisodes de soins, qui veut travailler avec nous pour construire un cahier des charges qui convienne aux acteurs. Et nous sommes dans cette phase-là. On a retenu qu'il y avait beaucoup de candidats, un certain nombre de gens qui, ayant été sélectionnés, ont eu la chance de participer à plein de réunions de travail avec nous pour construire un cahier des charges qui va être proposé aux acteurs en début d'année. Mais à côté de cela, parce que ça ne résume pas l'article 51, on a aujourd'hui, et d'ailleurs c'est presque effrayant en termes de charges ensuite pour pouvoir traiter et répondre vite, on est à quasiment 300 projets portés dans les territoires par des acteurs totalement variables et qui proposent beaucoup de choses passionnantes. Voilà. Donc ce système, cette nécessité de réfléchir et de faire bouger les organisations, les modes de rémunération, il est clé pour sortir de la tension qui s'exerce, préserver notre système de soins dans la durée, mais il faut le réussir collectivement. Lamine, un mot sur ce sujet qui est important comme puissance invitante. Au fond, quel est le souhait de la FHP dans ce domaine qui est quand même un domaine qui est problématique pour l'État et pour donc le pays entier? L'article 51, effectivement, pour nous, c'est une expérimentation intéressante, mais c'est ni l'alpha ni l'oméga, c'est une expérimentation qui est en sus et qui permet de s'exprimer. Non, nous, notre volonté, elle est claire, c'est qu'on ne peut pas continuer à avoir une politique de rabot année après année, que cette année, il faut que ce soit une campagne tarifaire qui soit positive, et j'entends tout ce qui est dit, on ne peut pas. Et le message, il est clair là-dessus. Toute fédération confondue, public, privé, associatif, il faut arrêter. Après qu'il y ait une réforme avec la qualité, bien sûr, on est tous d'accord là-dessus. Mais il faut que ce soit... On ne peut pas avoir encore une baisse tarifaire. Il faut être simple. On ne peut pas. C'est pas possible. Donc la ligne de la fédération et également de la FHF et de la FEAP est très claire là-dessus. Il faut qu'il y ait une campagne tarifaire qui soit positive. Parce qu'on doit équilibrer nos budgets, parce que nos établissements sont en difficulté. Et la différence avec l'État public, c'est que lorsque le public est en déficit, l'État joue son rôle d'actionnaire et il compense. Lorsque nous sommes en déficit, c'est le tribunal de commerce, c'est l'actionnaire qui compense. Et lorsqu'il ne peut plus le faire, c'est dépôt de bilan et liquidation judiciaire. Il y a 5 liquidations judiciaires depuis le mois d'août, 2 cliniques sur des territoires de proximité. On ne peut pas avoir tout et son contraire. Et aujourd'hui, 2019, il faut qu'il y ait une pause tarifaire et une revalorisation. Le message, il est clair. Mais alors, justement, par rapport à la conversation d'hier, je n'y ai pas assisté avec Agnès Buzyn. Est-ce que vous avez le sentiment que ce qui a été dit par nos 4 intervenants ce matin
est quelque chose qui est intégré par celle qui, au fond, au nom du gouvernement, pilote cette politique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir à la fois la réflexion sur la baisse des coûts et en même temps les augmentations tarifaires que vous souhaitez. C'est à vous que je pose la question. J'écoutais, non, je pensais que tu posais la question. Elle en est persuadée parce qu'elle l'a dit hier qu'en fonction l'équation, elle est simple, avec un Ondam à 2,2, c'est l'effet volume. Il faut que l'effet volume soit repris à sa juste valeur, et c'est pour ça qu'en janvier, Nicolas, je compte vraiment sur cette réunion de transparence sur les volumes 2018, et que l'on puisse anticiper le volume réel, qui est de 0,4 à 0,4. Ce que nous avons fait en 2000 bien sûr, dernier. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et ce que nous avons fait l'année dernière, et qui a été une grande avancée. Donc oui, la ministre en est persuadée, mais elle a sa contrainte de respect de l'Ondam. Et nous expliquons qu'avec les volumes, mais hospitaliers, qui sont flat, 0%, entre 0,4 et 0,8 en euros, parce que l'Ondam, c'est des euros, ce n'est pas des actes, ce n'est pas un nombre d'actes, c'est des euros. On est à 0,4, 0,8 d'augmentation, on a les moyens d'avoir une revalorisation tarifaire. Le message, il est simple, l'équation, c'est un niveau d'entrée en 6e, 3 chiffres. Voilà. J'ai une dernière question, après on va rêver un peu plus en parlant effectivement de science et de numérique. Mais il y a quand même la question qui concerne le public, c'est-à-dire pas les professionnels que vous êtes, mais le public qui était à l'extérieur de cette salle. On a beaucoup dit pour certains aspects, par exemple, que les Français en général, Françaises et Français, celles et ceux, comme dirait le président de la République, sont d'une certaine manière drogués à la santé, ou en tout cas, on se souvient des campagnes de Philippe Séguin qui étaient pour les déremboursements des médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire en matière de pédagogie pour demander aux gens d'arrêter de se ruer chez leur pharmacien ou chez leur médecin pour des causes qui sont médicalement pas forcément avérées? Qui veut se lancer là-dedans? Oui, alors c'est pas une... Moi, je pense qu'on peut en effet faire un constat de ce qu'il y a une consommation, il y a une consommation de soi. Je donne un exemple, Nicolas, pardonnez-moi, c'est le fameux problème des anxiolytiques qui a été posé pendant des années. C'est la consommation totalement anormale des anxiolytiques en France, avec remboursement à la clé par rapport à tous nos voisins. Bien sûr, mais après, on peut effectivement s'interroger sur le rapport d'une population à la consommation de soins. Mais vous savez, c'est compliqué de dire que quand il s'agit de discuter de ce qui est consommé en termes de médicaments, on puisse uniquement pointer la responsabilité du patient sans aussi s'interroger sur celui qui prescrit. Oui, non, mais ça, on l'a fait. Je pense que c'est quand même difficile de dissocier les uns et les autres. On a aussi en France, quand on regarde bien dans les... parler des anxiolytiques, prenons par exemple, on n'est pas loin de l'anxiolytique, les antidépresseurs. On regarde aujourd'hui les prescriptions d'antidépresseurs. On regarde si les patients qui se voient prescrire un antidépresseur sont durablement amenés à consommer cet antidépresseur, parce que c'est quand même le signe, dès lors qu'on les consomme régulièrement, qu'on est vraiment dépressif. Bon, on s'aperçoit que l'immense majorité des patients qui prennent une première fois un antidépresseur l'arrêtent au bout de 1 mois ou 2. Bon, il faut s'interroger pour savoir si cette prescription, c'est dangereux si on est vraiment dépressif. Ça ne l'est pas du tout si on ne l'est pas. Bon. Donc, je veux dire. Donc on a quand même... Regardez en France le goût qu'on a, un peu immodéré, pour la prescription hors répertoire génériqué. C'est quand même incroyable. On est par rapport aux autres pays sur une part du générique dans le volume des médicaments qui est 20-30 points en dessous de nos pays voisins. Ce n'est pas qu'un sujet de substitution en pharmacie, c'est un sujet de prescription dans le répertoire. Parce que tout ce qui est médicaments de spécialité hors répertoire est extraordinairement privilégié dans les habitudes de prescription des médecins. Donc je pense qu'il y a une culture en France de la prescription qui peut à un moment donné conduire à un certain nombre de dépenses importantes. Voilà. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit qu'un problème de culture du patient, je pense que c'est vraiment une culture collective. Voilà. Après, par ailleurs, on a aussi des sujets, des handicaps d'organisation, l'absence, par exemple, d'outils de partage de l'information. Aujourd'hui, il y a de l'information partout, dans vos établissements, dans les cabinets médicaux, dans les officines.
rien n'existe pour la partager. Bon, enfin, on va essayer d'y pallier par la création du dossier médical partagé. Mais le DMP, qui est un gage de bonne prise en charge, doit permettre aussi d'éviter des redondances d'examen parce qu'on s'aperçoit qu'il a été réalisé quelques jours avant. Bon, donc on a quand même beaucoup de progrès à faire. Merci donc à tous les 5.